La pluie martelait les vitres du petit salon, faisant danser sur les murs les ombres tordues de la nuit. Élise de Varenne, tapie près de la fenêtre, retint son souffle en observant la silhouette sombre de sa mère se découper dans l'encadrement de la porte. La comtesse, droite et froide dans sa robe de taffetas bleu nuit, jeta un regard insistant sur les gants de dentelle ivoire qui couvraient les mains de sa fille. « Élise, tu ne peux te cacher éternellement. » Sa voix claqua comme un fouet dans la pénombre. Élise détourna les yeux, fixant les reflets tremblants de la pluie sur le carreau. « Je ne me cache pas, mère, je veille sur Paul. » Un sourire glacé effleura les lèvres de la comtesse. « Ton frère dort. Ce soir, tu devrais paraître. Le baron de Ligny sera présent. » Son ton ne souffrait aucune réplique. Mais Élise sentit son cœur se serrer. L'idée d'affronter les regards, les questions muettes, la brûlait plus que la cicatrice cachée sous ses gants. Depuis ce terrible accident, son monde s'était refermé sur elle comme un piège doré. Seule la douceur de Paul, allongée chaque jour sur son lit, lui rappelait qu'elle était encore capable d'aimer. Un bruissement dans le corridor, puis la porte se referma. Élise, seule, laissa échapper un soupir tremblant. Elle se leva, ses jupes effleurant le parquet, et traversa la galerie silencieuse jusqu'à la chambre de son frère. Là, la lumière vacillante d'une bougie révélait le visage pâle du garçon, endormi d'un sommeil agité. Elle s'assit à ses côtés, caressant sa joue du bout des doigts gantés. « Tu dors, mon ange ?» Le garçon ouvrit à demi les yeux. « Tu vas encore partir ce soir. »« Non, je reste, » murmura-t-elle, déposant un baiser sur son front. Elle aurait voulu lui promettre de ne jamais l'abandonner, mais au fond d'elle, elle savait que sa mère ne renoncerait pas si facilement. Le lendemain, la campagne baignait dans la lumière laiteuse d'un matin d'avril. Élise errait dans le jardin, là où les arbres fruitiers commençaient à fleurir. Elle respirait, enfin loin des salons et de leurs regards, la terre humide sous ses bottines. Mais même ici, la paix était précaire. Derrière la haie, deux domestiques chuchotaient, croyant être hors de portée. Elle refuse encore de se montrer, la demoiselle. On dit qu'elle cache quelque chose. Ses mains, tu as vu ses gants, toujours en dentelle, même en été. Élise sentit le rouge lui monter aux joues. Elle serra les poings sous la dentelle, luttant contre l'envie de fuir plus loin. Était-ce là tout ce qu'elle était devenue? Un mystère, un sujet de commérage. Le soir venu, la comtesse donna ses ordres avec la froideur d'un général. Élise paraîtrait au salon, comme il se doit pour une demoiselle de son rang. La jeune fille se laissa vêtir, corsetée dans une robe de soie grise. Les gants montaient jusqu'au coude, masquant les cicatrices qu'elle n'osait affronter elle-même. Dans le grand miroir, elle croisa son propre regard. Une étrange jeune femme lui faisait face, belle mais fragile, le visage cerné d'ombre. Était-ce bien elle, Élise de Varenne, ou une prisonnière dans sa propre demeure? À l'étage, la comtesse conversait déjà avec le baron de Ligny, homme distingué à la barbe poivre et sel. Lorsqu'Élise entra, la conversation cessa, les regards se tournèrent vers elle. Elle sentit leur jugement, leur curiosité, presque physique. D'un geste gracieux, elle salua, le cœur battant. « Mademoiselle de Varenne, votre présence honore cette soirée », déclara le baron, inclinant la tête. Elle répondit d'une voix douce. « Je vous remercie, monsieur. » Mais les chuchotements, les yeux glissant vers ses mains gantées, la suivaient, implacables. Même la chaleur des chandelles semblait se heurter à la froideur de ses regards. Plus tard, alors qu'elle cherchait l'air dans la véranda, Élise entendit à nouveau les domestiques. On raconte qu'elle est maudite, que ses mains portent le signe du diable. Un frisson la traversa. Elle resserra ses gants autour d'elle, comme si la dentelle pouvait la protéger du venin des maux. Pourtant, au fond de son âme, une révolte sourde grandissait. Combien de temps encore supporterait-elle ce carcan? Au loin, la cloche du domaine sonna. La nuit s'annonçait longue, lourde de promesses et de secrets. Mais déjà, dans le cœur d'Élise, une première faille venait de s'ouvrir. Des éclairs zébraient le ciel d'un bleu d'acier, tandis que la tempête s'abattait sur le domaine de Varenne.
secouant les volets, faisant vibrer les vitres et ébouriffant les arbres séculaires. La nuit semblait vouloir engloutir la campagne entière, et, dans le grand vestibule, un souffle d'inquiétude flottait, palpable, lorsque la cloche du portail retentit à travers la pluie. Élise, réfugiée dans l'ombre d'un couloir, observa les domestiques courir, lanterne à la main, pour ouvrir la lourde porte de chêne. Sous la lumière vacillante, un homme imposant apparut, trempé mais droit comme une statue de marbre, son manteau noir ruisselant. Il ôta son chapeau, révélant des traits sévères, marqués par la fatigue et les secrets. Le marquis Armand de Saint-Aubin, murmura-t-on aussitôt. Lui-même n'accorda qu'un bref regard à la maisonnée, comme s'il jaugeait d'un œil froid l'âme du lieu. La comtesse descendit les marches du grand escalier, le port altier, le visage impénétrable. « Monsieur le marquis, votre visite nous surprend. » Elle s'inclina juste assez pour l'étiquette. Armand, d'une voix grave, répondit « Madame la comtesse, la tempête m'a contrainte à chercher refuge. J'espère ne point troubler votre tranquillité. »« Notre hospitalité n'a jamais failli, » répliqua-t-elle, même si son ton trahissait la contrariété. Elle fit signe à la gouvernante d'accompagner le marquis à une chambre d'amis, puis se tourna vers Élise, qui, silencieuse, se tenait à demi dissimulée derrière une porte. « Élise, viens saluer notre hôte. » Le cœur d'Élise battait à tout rompre. Elle s'avança, ses gants de dentelle frémissant à ses poignets. Les yeux du marquis se posèrent sur elle, perçants, presque inquisiteurs. Un silence pesant s'étira. Enfin, il s'inclina, un sourire à peine esquissé aux lèvres. « Mademoiselle de Varenne, c'est un honneur. »« Je vous souhaite la bienvenue, monsieur, » répondit Élise, sa voix douce mais empreinte d'une réserve glacée. Armand inclina légèrement la tête, son regard glissant, sans se gêner, vers les mains qu'elle tenait croisées devant elle. Voilà qui est rare, une demoiselle à la courtoisie aussi discrète que ses gants. Une rougeur fulgurante envahit le visage d'Élise. Elle baissa les yeux, se sentant nue sous cette remarque. La comtesse fronça à peine les sourcils, mais le marquis ne sembla pas s'en apercevoir. Il posa son manteau à un valet, puis se dirigea vers le salon, invitant Élise d'un geste. Dans la lumière dorée des chandeliers, les meubles anciens jetaient des ombres mouvantes sur les tapisseries. La pluie cognait toujours, assourdissante, contre les vitres. Armand s'assit, impassible, tandis que la comtesse servait le thé avec une politesse distante. « Vos terres doivent être fort exposées par un tel orage, monsieur le marquis, » tenta la comtesse. En effet, mais la campagne a besoin de ces colères du ciel pour renaître. Il porta la tasse à ses lèvres, son regard ne quittant pas Élise, qui demeurait droite, tendue. Il perçut la crispation de ses mains gantées, le léger tremblement de ses doigts. « Je crains que la campagne n'ait plus à craindre les hommes que les orages, » hasarda Élise sur la défensive. Le marquis sourit, un rictus ironique. « Voilà une réflexion rare chez une jeune fille de votre rang. » La comtesse intervint aussitôt, désireuse d'éteindre la tension. « Ma fille a toujours eu l'esprit vif, et une santé fragile, hélas. » Armand hocha la tête. « Les fragilités dissimulent parfois de grandes forces, madame. » Ses yeux se posèrent à nouveau sur les gants d'Élise, et cette fois, la jeune fille sentit la colère la gagner, bien qu'elle s'efforçât de la masquer sous un masque de docilité. « Mademoiselle, permettez-moi une question. Vos gants sont-ils une coquetterie ou une nécessité ?» demanda-t-il, mi-moqueur, mi-curieux. Élise se redressa, le menton haut. « Les modes parisiennes dictent bien des caprices, monsieur. » Un éclat de rire bref franchit les lèvres du marquis. « Je doute que vous soyez si frivole. » La comtesse, soudain mal à l'aise, rompit le silence. « Peut-être, marquis, voudrez-vous vous reposer après ce long voyage. »« Je vous remercie, madame. Mais avant, j'aimerais faire le tour du domaine, si la tempête le permet demain. J'ai ouï dire que vos terres sont parmi les plus fertiles de la région. » Un silence poli lui répondit, tandis qu'Élise sentait peser sur elle le poids de cette conversation. Elle se hâta de quitter le salon dès que la bienséance le lui permit, le souffle court, la honte et la colère se mêlant à la peur. Dans le couloir, elle croisa le regard inquiet de Paul, son frère,
qui l'attendait en silence. Elle s'agenouilla près de lui, le serrant contre elle. « Qui est cet homme, Élise? Il a l'air dangereux. » Elle effleura sa joue, rassurante. « C'est un marquis, il ne restera pas. » Pourtant, elle doutait de ses propres paroles. Elle sentait que l'arrivée d'Armand avait fissuré le fragile équilibre du domaine. Le marquis, lui, dans la solitude de la chambre d'amis, contemplait les flammes dans l'âtre, pensif. Il songeait à Élise, à son regard fier, à la lueur de défi qu'il avait cru y voir. Il n'aimait pas les masques ni les secrets. Il devinait chez elle une souffrance, une blessure que la société avait dressée en rempart. Il se rappela les mots échangés, le ton qu'il avait employé pour la pousser dans ses retranchements. Était-ce la meilleure façon d'aborder une demoiselle? Son cœur, pourtant habitué à la froideur des affaires, se serra d'un doute inattendu. Le lendemain, l'orage avait laissé place à un ciel gris et bas. Le marquis parcourut les allées du domaine, accompagné du régisseur, jaugeant la terre, les cultures, les possibilités d'agrandissement. Mais ce n'était pas seulement la richesse du sol qui l'attirait. C'était le mystère d'Élise, la faille dans sa fierté, la fragilité de ses gestes. Au déjeuner, la tension était palpable. La comtesse multipliait les flatteries à l'intention du marquis, cherchant à lui plaire. Mais Armand, souvent silencieux, observait Élise, qui, elle, se terrait derrière un calme apparent. Les propos du marquis revenaient dans son esprit, la piquant comme autant d'aiguillons. Plus tard, alors qu'Élise cueillait des violettes dans le jardin pour son frère, elle sentit une présence derrière elle. Le marquis se tenait là, mains croisées dans le dos, le regard posé sur elle. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-il, d'une voix plus douce qu'elle ne l'aurait imaginé. Élise se raidit. « Je n'ai besoin de rien, merci. » Il s'accroupit pour cueillir une fleur à son tour. « Vous aimez la solitude, mademoiselle de Varenne ?»« Je m'en accommode, » répondit-elle sur la défensive. Il la fixa, un éclat d'intérêt dans les yeux. « J'ai appris par expérience que ceux qui s'en accommodent sont souvent ceux qui en souffrent le plus. » Elle détourna le regard, serrant les fleurs dans ses mains gantées. Armand soupira. La vie impose parfois ses cicatrices. Il n'est pas honteux de les porter. Leurs regards se croisèrent, chargés de non-dits. Élise sentit le tumulte en elle, un mélange de colère et d'attirance. Il osa un sourire, timide. « Je vous ai peut-être offensé hier soir. » Elle hocha la tête, hésitante. « Je n'aime pas qu'on se moque de ce qu'on ne comprend pas. » Le marquis baissa les yeux. « Je comprends, mais j'aimerais apprendre. » Un silence suspendu les enveloppa, traversé seulement par le chant lointain d'une grive. Pour la première fois, Élise sentit un trouble nouveau l'envahir, à la fois dangereux et grisant. La cloche du repas sonna, rompant le charme. Élise se releva, évitant le regard du marquis, et s'éloigna à pas rapides vers la maison, les violettes serrées contre sa poitrine. Dans le salon, la comtesse y attendait, le visage tendu d'espoir et d'ambition. Le marquis, debout près de la fenêtre, suivit du regard la silhouette d'Élise disparaissant sous les arcades du jardin. Le domaine de Varenne n'avait pas fini de révéler ses secrets, et dans les regards échangés, les blessures à demi dévoilées, quelque chose venait de naître, fragile, imprévisible. Mais déjà, d'autres pas résonnaient dans le couloir, annonçant de nouveaux bouleversements. Le château de Varenne, d'habitude figé dans un silence de cathédrale, vibrait désormais d'une tension nouvelle depuis l'arrivée du marquis Armand de Saint-Aubin. Les domestiques marchaient plus droit, la comtesse multipliait les ordres feutrés, et Élise sentait chaque jour le piège se resserrer autour d'elle. Au petit matin, la lumière dorée perçait à travers les rideaux, illuminant la salle à manger, où la comtesse s'acharnait à composer un tableau de famille parfait. Armand, installé à la droite de la maîtresse de maison, semblait à la fois présent et lointain. Son regard sombre suivait Élise à la dérobée, notant chaque geste, chaque silence, chaque tremblement de ses mains gantées. « Élise, accompagne donc monsieur le marquis dans le parc après le déjeuner, » ordonna la comtesse avec un sourire qui se voulait léger. Élise, le dos droit, répondit d'une voix douce mais ferme. « Je crains que Paul ait besoin de moi, mère. »
sa toux ne s'est pas calmée. Il sera entre de bonnes mains. Tu ne peux refuser éternellement les plaisirs de la promenade, répliqua la comtesse, agacée. Armand, témoin de cet échange, esquissa un sourire énigmatique. Il s'adressa à Élise sur un ton faussement désinvolte. « Je ne voudrais pas imposer ma compagnie, mademoiselle. Je suis habitué à la solitude des champs. » Le regard d'Élise s'ancra un instant dans le sien, oscillant entre défi et curiosité. Elle sentit pourtant le piège se refermer. Sa mère ne renoncerait pas si facilement. Dès que la conversation reprit, Élise s'éclipsa prétextant un livre oublié. La journée s'écoula dans une routine faussement paisible. La comtesse, infatigable stratège, multiplia les occasions de rencontres si une partie de cartes, un goûter sous la véranda, une lecture à voix haute. Élise s'y pliait avec une adresse subtile, esquivant la proximité d'Armand, opposant à ses avances une courtoisie polie mais distante. Pourtant, rien n'échappait au marquis. Il voyait la raideur de ses épaules, la façon dont elles s'effaçaient lorsqu'il s'approchait trop, le voile d'ironie qu'elle posait sur ses paroles. Parfois, il surprenait dans son regard une lueur de tristesse, vite étouffée sous le masque de la dignité. Un après-midi, alors que la comtesse feignait de s'absenter, Élise se retrouva seule avec Armand dans la bibliothèque. La pluie battait les vitres, rythmant un silence lourd. Armand brisa la glace. « Votre mère a de grands projets pour vous, semble-t-il. » Élise ferma le livre qu'elle tenait, le visage impassible. Les mères voient loin pour leurs filles, surtout lorsqu'il s'agit de marquis. Il esquissa un sourire, mais son regard resta sombre. « Et vous, mademoiselle de Varenne, que désirez-vous » Élise soutint son regard, sans ciller. « Que l'on me laisse en paix. » Un silence tendu suivit. Armand, déconcerté par la franchise d'Élise, se sentit étrangement touché. Il se leva, fit quelques pas, puis s'arrêta près du globe terrestre. La paix est un luxe rare, même pour les hommes. Surtout quand on a des terres à défendre ou des blessures à cacher. Leur échange fut interrompu par l'irruption d'un domestique, tremblant, une assiette ébréchée à la main. « Monsieur le marquis, pardonnez-moi, je... » Armand se tourna, la voix dure. « On ne vous a donc jamais appris à frapper avant d'entrer ?» Le domestique balbutia, les yeux baissés. Élise sentit la colère du marquis éclater, froide et implacable. « Sortez, et tâchez de ne pas briser autre chose sur votre passage, » lança-t-il d'un ton tranchant. Le domestique s'inclina, rouge de honte, et disparut. Élise, choquée par la dureté d'Armand, se leva à son tour. « Il n'est qu'un garçon, vous n'aviez pas à le traiter ainsi. » Armand croisa les bras, le visage fermé. « La discipline, mademoiselle, maintient l'ordre. Un château n'est pas un refuge pour l'incompétence. » Élise, déçue, détourna le regard. L'ordre n'a pas à rimer avec cruauté. Le marquis se tut, décontenancé par la véhémence de la jeune femme. Il la regarda quitter la pièce, une ombre fugace passant sur son visage. Les jours suivants, Élise évita Armand autant que possible. Mais le soir, un cri affolé résonna dans les couloirs. Paul, le frère d'Élise, était pris d'une fièvre brûlante. Les domestiques couraient, impuissants. La comtesse, désemparée, implora Élise de garder la tête froide. Élise s'agenouilla près de Paul, posant une main gantée sur son front. « Ne t'inquiète pas, je suis là, mon chéri. » Mais la fièvre ne baissait pas. Alors que le médecin du village tardait à venir, Armand entra, attiré par le tumulte. Sans un mot, il s'approcha du lit, jaugea l'enfant, puis ordonna à la gouvernante d'apporter de l'eau fraîche et des linges. « Laissez-moi faire, » dit-il d'une voix ferme. Élise hésita, mais le regard d'Armand était sans appel. Il saisit la main de Paul, chercha son pouls, puis entreprit de le rafraîchir, s'occupant de lui avec une précision inattendue. « Vous savez ce que vous faites ?» demanda Élise méfiante. Armand hocha la tête, concentré. « J'ai veillé mon propre frère autrefois. La fièvre ne pardonne pas l'hésitation. » Silence. Élise, troublée, observa ses gestes sûrs, la douceur qu'il mettait à changer les linges, à murmurer des mots rassurants à l'enfant.
Ce n'était plus le marquis sévère et arrogant. C'était un homme dont le passé pesait lourd, mais dont le cœur, à cet instant, semblait battre pour autre chose que la discipline et la fortune. La nuit s'étira, ponctuée par les soupirs de Paul et les murmures d'Élise. Armand resta auprès d'eux, refusant le sommeil, veillant sur l'enfant comme s'il s'agissait du sien. Aux premières lueurs de l'aube, la fièvre de Paul retomba. Élise, épuisée, laissa couler des larmes de soulagement. Armand, assis près du lit, la regarda, une ombre de fatigue dans les yeux. « Il ira mieux », souffla-t-il. Élise le remercia d'un regard, troublé, incapable de mettre des mots sur l'émotion qui la submergeait. Qui était vraiment cet homme, capable de cruauté mais aussi de tendresse? En silence, Armand quitta la chambre, laissant Élise seule avec ses doutes, tandis que le soleil se levait sur le domaine, promettant d'autres épreuves, d'autres révélations. Mais déjà, dans les couloirs du château, un nouveau murmure prenait naissance, prêt à bouleverser l'équilibre fragile de Varennes. Le vent faisait bruisser les feuilles des tilleuls, enveloppant le parc d'une rumeur apaisante, presque confidentielle. Sous ces frondaisons, Élise marchait d'un pas lent, le regard absorbé par la lumière dorée qui perçait entre les branches. Depuis la nuit où Armand avait veillé Paul, un trouble nouveau agitait son cœur. Elle ne pouvait plus ignorer la faille qu'elle avait perçue chez le marquis, ni la lueur inquiète, presque douce, qui parfois traversait ses yeux d'ordinaire impénétrables. Le domaine vivait à présent au rythme de cette présence singulière. La comtesse, plus fébrile que jamais, multipliait les invitations à dîner, les promenades organisées, les conversations à double sens, tout en surveillant d'un œil perçant chaque échange entre sa fille et le marquis. Élise, elle, se sentait écartelée entre le devoir filial et un élan plus secret, plus dangereux. La réputation d'Armand, ses accès de sévérité, ses silences lourds, tout cela aurait dû la tenir à distance. Mais le souvenir de la nuit passée, de ses mains fermes et rassurantes sur le front brûlant de Paul, la hantait. Un matin, alors que le soleil dissipait la brume sur la pelouse, Élise surprit une conversation entre deux domestiques à l'abri de la buanderie. On raconte que le marquis cache une histoire noire. Sa sœur, elle serait morte dans des circonstances étranges. « Bah, ce sont des contes de bonne femme, » répondit l'autre, la voix basse. « Mais il n'a pas l'air commode, c'est certain. » Élise sentit un frisson la parcourir. Elle songea à la tristesse qu'elle avait parfois devinée dans le regard d'Armand. Le passé du marquis était-il une simple rumeur? Ou portait-il réellement une blessure profonde? Ce même jour, après le déjeuner, la comtesse proposa une promenade au jardin. Mais, prétextant une migraine, elle abandonna Élise et Armand sous les tilleuls, non sans leur adresser un regard chargé d'arrière-pensée. Ils marchèrent un long temps sans parler. Le silence entre eux n'était plus seulement une gêne, mais une tension électrique, chargée de mots non dits, de regards évités. Enfin, ce fut Armand qui rompit le silence d'une voix grave, adoucie par une note de lassitude. « Je suppose que tout le monde ici me juge déjà. » Élise s'arrêta, surprise par cette franchise. Les gens jugent toujours ce qu'ils ne comprennent pas. Il esquissa un sourire triste. « Vous aussi, mademoiselle ?» Elle secoua la tête. « J'ai appris à me méfier des apparences. » Un souffle de vent fit s'envoler quelques feuilles, qui vinrent danser autour d'eux. Armand semblait hésiter, cherchant ses mots. « Ma sœur !» Il s'interrompit, la gorge serrée. « Elle est morte il y a quelques années. On n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Certains m'en tiennent responsable, d'autres murmurent des choses plus sombres. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas su la protéger. » La voix du marquis tremblait à peine, mais Élise perçut toute la douleur contenue derrière sa maîtrise. Elle sentit son propre cœur se serrer, émue par cette confession inattendue. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. Il détourna les yeux, fixant l'ombre des branches sur le gravier. « Depuis ce jour, j'ai compris que la faiblesse se paye cher. La société ne pardonne pas les failles. » Élise se risqua à un sourire, timide. Peut-être la société, mais
Il existe des âmes capables d'entendre la souffrance des autres. Leurs regards se croisèrent. Une lumière nouvelle s'allumant entre eux. Armand sembla hésiter, puis reprit d'un ton plus doux. « Vous, par exemple. » Élise sentit le rouge lui monter aux joues. Elle détourna la tête, dissimulant son trouble derrière un geste machinal vers ses gants. Le marquis suivit son mouvement, ses yeux s'attardant sur la dentelle immaculée. « Vous aussi, vous portez vos blessures, » dit-il doucement. Elle demeura un instant muette, partagée entre le désir de se confier et la crainte de se dévoiler. Sa voix, lorsqu'elle parla, était à peine plus qu'un souffle. « Je n'ai pas le courage de les montrer. » Armand s'approcha d'un pas, sans brusquerie. Il y a du courage à survivre. Un silence dense et fragile s'installa. Élise sentit la chaleur de la présence d'Armand, la force contenue dans son regard, et cette proximité la bouleversa plus qu'elle ne voulait l'admettre. Soudain, un éclat de voix monta du fond du parc. Deux dames, invitées par la comtesse, approchaient, leurs robes bruissant sur l'herbe. « Les voici », souffla Élise, le masque de réserve retombant sur son visage. Les visiteuses, tout sourire, saluèrent Élise et Armand avec une civilité trop appuyée. Mais leurs regards glissaient déjà d'un visage à l'autre, guettant le moindre indice d'intimité. « On dit, » commença l'une, la voix faussement innocente, « que le marquis apprécie beaucoup le domaine de Varennes et sa maîtresse. » L'autre pouffa. « Il est certain qu'une alliance serait fort avantageuse pour notre chère Élise. » Armand resta de marbre, mais Élise sentit le feu du scandale naître dans leurs paroles, comme une traînée de poudre. Dès le soir même, la rumeur se répandit dans les salons voisins. Le marquis et la demoiselle de Varennes, si souvent vus ensemble, la mère si pressée, la fortune du marquis. Les commérages prenaient corps, tissant une toile où l'honneur d'Élise risquait de se prendre. La comtesse, loin de s'en indigner, s'en réjouit presque. « Ma fille, tu dois songer à ton avenir. Ce mariage serait la meilleure chose qui puisse t'arriver. » Élise, bouleversée, se rebella. « Vous oubliez mon avis, mère. Je ne suis pas un pion. » La comtesse la toisa, le regard dur. « Une femme de notre rang n'a pas toujours le choix, Élise. » La soirée fut lourde de silence tendu. Armand, fidèle à lui-même, resta distant, évitant soigneusement tout tête-à-tête. Mais, dans la pénombre du vestibule, il croisa Élise, hésitante. « Vous n'êtes pas obligée de me répondre, » dit-il à mi-voix, « mais je ne souhaite pas être la cause de votre malheur. » Elle le fixa, troublée. « Ce n'est pas vous. Ce sont les jugements, les convenances, la peur de ce que l'on ne connaît pas. » Armand baissa la tête. « Je ne suis pas un homme facile à aimer. Ma réputation n'est pas imméritée. » Leur voix se perdait dans le grand escalier, avalée par la pierre et les souvenirs. Élise sentit son cœur battre à tout rompre, prise entre la peur du scandale et la tentation de se laisser aller à cette confiance fragile qui naissait entre eux. La nuit venue, Élise ne trouva pas le sommeil. Les mots d'Armand, ses regards, la confession sur sa sœur, tout cela revenait hanter ses pensées. À l'aube, elle se glissa hors de sa chambre et trouva Armand déjà dehors, marchant seul sous les arbres, encore humides de rosée. « Vous ne dormez donc jamais ?» lança-t-elle, un sourire incertain aux lèvres. Il s'arrêta, surpris, puis lui offrit un regard fatigué. « Il y a des nuits où le passé refuse de me laisser en paix. » Élise, sans réfléchir, s'approcha à pas lents. « Je sais ce que c'est. » Ils marchèrent côte à côte, sans se toucher, mais liés par cette complicité nouvelle. Armand parla, à voix basse, de son enfance, de la solitude de son titre, de la perte de sa sœur, de la méfiance qu'il inspirait désormais. Élise, à son tour, murmura la douleur d'être différente, la honte de ses mains, le fardeau des attentes maternelles. Peu à peu, la tension entre eux devint une force magnétique, un fil invisible qu'ils n'osaient pas briser. Parfois, Armand effleurait le bras d'Élise comme par inadvertance, et elle sentait chaque fois son souffle se suspendre. Mais au retour, la réalité les frappa de plein fouet. Une lettre anonyme attendait la comtesse. « Protégez l'honneur de votre fille, ou la honte frappera votre maison. »
La nouvelle se répandit aussitôt. Les regards dans le village, les salutations dans les allées, tout changea. Les conversations cessaient quand Élise entrait, et les sourires devenaient des rictus. Un soir, la comtesse entra dans la chambre d'Élise, la lettre à la main. Sa voix tremblait d'indignation contenue. « Tu comprends maintenant, Élise ? Il ne s'agit plus seulement de ton bonheur, mais de l'honneur de notre nom. » Élise sentit un froid la traverser. L'étau se resserrait. Devait-elle céder au destin qu'on voulait lui imposer, ou oser défier le monde pour la promesse d'une vérité entrevue sous les tilleuls? Dans le couloir, la silhouette d'Armand se dessinait, solitaire, entre lumière et ombre. Quelque chose, cette nuit-là, allait basculer. Dans le salon d'apparat, la lumière du matin glissait sur les dorures et les portraits sévères des aïeux. Les familles, réunies pour la première fois autour de la grande table, portaient que le masque des grandes occasions. Visage impassible, voix mesurée, regard calculé. La comtesse de Varennes, droite dans sa robe de soie, menait la danse d'une main de fer. Face à elle, le marquis Armand de Saint-Aubin, plus raide que jamais, faisait face à ses propres parents, venus de la capitale pour sceller l'alliance. Élise se tenait en retrait, les mains jointes dans la dentelle, le cœur battant à tout rompre. Les mots s'échangeaient entre adultes, feutrés, mais lourds de sous-entendus. L'union des deux maisons assurerait la stabilité de la région, déclara la mère du marquis, la voix posée. Il est temps de penser à l'avenir de nos enfants, renchérit la comtesse, le regard appuyé sur sa fille. Élise sentit la colère monter. Depuis des jours, elle étouffait sous le poids des rumeurs, des regards, des injonctions maternelles. Aujourd'hui, elle n'avait plus la force de feindre. Dans le silence qui suivit, elle se leva, la voix claire malgré le tremblement de ses mains. « Je refuse d'être sacrifiée sur l'autel de vos alliances. Ce n'est pas mon avenir dont vous parlez, mais du vôtre. » La comtesse se figea, la fureur brillant dans ses yeux. « Élise, tu nous couvres de honte, tu oublies tout ce que nous avons fait pour toi. »« Je n'oublie rien, mère, » répondit Élise, les larmes au bord des cils. « Mais ce n'est pas une vie que d'être donnée comme une monnaie d'échange. » Les invités, glacés, évitèrent de croiser son regard. Armand, lui, resta impassible, mais ses poings se serrèrent sur la table. Les rumeurs des derniers jours, les murmures sur sa réputation l'avaient durci. Il se tourna vers Élise, la voix froide, presque mécanique. « Permettez-moi de parler, » lança-t-il, coupant court à la dispute. « Les circonstances exigent une solution raisonnable. Puisque le monde ne nous laisse guère le choix, j'offre à mademoiselle de Varennes un mariage de raison. » Un silence pesant tomba sur la pièce. La comtesse, soulagée, souffla. « Voilà qui est sage. » Mais Élise, le visage blême, secoua la tête. « Non. » Le mot claqua dans l'air. Tous se tournèrent vers elle, stupéfaits. « Non, » répéta Armand, son masque fissuré par l'incompréhension et l'orgueil blessé. Elle soutint son regard, la voix brisée mais ferme. « Je ne veux pas d'un mariage de raison, monsieur. Je ne veux pas être épousée par devoir, ni pour laver un scandale. » Le marquis pâlit, la mâchoire crispée. « Et que désirez-vous donc, Élise ?» Elle baissa les yeux, les larmes roulant sur ses joues. « J'ai trop longtemps vécu dans la peur qu'on m'aime pour de mauvaises raisons. Je ne veux pas devenir une ombre de plus dans votre vie. » La comtesse intervint, furieuse. « Tu es ingrate. Tu trahis ta famille et ton rang. » Élise releva la tête, blessée mais droite. « Je ne veux pas trahir mon cœur. » Un silence mortel s'abattit. Armand, piqué au vif, se leva d'un mouvement brusque. Il fixa Élise un long moment, cherchant dans ses yeux une faille, une supplique, mais n'y trouva que la tristesse et la peur. Il se tourna vers les familles, le visage fermé. « Je retire ma proposition. Il n'y a rien de plus à dire. » Sans un mot de plus, il quitta la pièce, traversant le vestibule d'un pas décidé. Élise, pétrifiée, sentit le vide s'ouvrir sous ses pieds. Le claquement sourd de la porte résonna dans le château, balayant les derniers espoirs de la comtesse. Dans le silence qui suivit, la mère d'Armand murmura quelques excuses, puis se retira avec sa famille.
Les domestiques, tapis dans l'ombre, échangeaient des regards inquiets. Élise, seule au milieu des lambris dorés, sentit la détresse la submerger. Avait-elle eu raison de refuser? Était-ce là le prix de la liberté, ou la promesse d'un chagrin irréparable? Dans la cour, Armand montait à cheval, le visage durci par l'orgueil et la blessure. Il n'adressa à personne un dernier regard. Déjà le domaine semblait retomber dans une léthargie glacée, comme si le destin lui-même retenait son souffle. Mais, dans le cœur d'Élise, un doute insidieux commençait à germer. Le choix qu'elle venait de faire, la libérait-il ou la condamnait-il à tout jamais? Tandis que la porte du château se refermait sur la silhouette d'Armand, un avenir incertain chargé de regrets et d'espoir s'ouvrait devant elle. L'absence d'Armand avait laissé le domaine de Varennes comme privé de lumière. Les jours s'étiraient dans une langueur morne, chaque pièce du château semblant résonner du vide qu'il avait laissé derrière lui. Élise errait dans les couloirs, le pas léger, mais le cœur lourd, se surprenant à guetter un bruit de bottes, un éclat de voix grave, le claquement d'une porte qu'elle savait pourtant ne plus entendre. Le matin, elle s'asseyait au bord du lit de Paul, veillant sur son sommeil fragile, effleurant ses cheveux d'un geste tendre. L'enfant, plus pâle qu'à l'ordinaire, dormait d'un sommeil agité, murmurant parfois des mots qu'elle ne comprenait pas. Les nuits, Élise restait longtemps devant la fenêtre, les yeux perdus dans l'obscurité, cherchant en vain la silhouette d'un cavalier sur la route déserte. La comtesse, d'abord furieuse, s'était vite remise de la fuite d'Armand. Elle s'employait à effacer la honte du refus d'Élise par une parade incessante de prétendants, tous plus ternes et maladroits les uns que les autres. On conviait à dîner des fils de notaires, des officiers de province, des héritiers sans envergure. Les conversations tournaient à vide. Chaque compliment sonnait faux. Chaque sourire semblait plus déplacé que le précédent. Un soir, lors d'un souper terne, un jeune homme aux manières pompeuses déclara, la bouche pleine: « Vous devez aimer la musique, mademoiselle Élise. Peut-être me ferez-vous l'honneur de m'écouter jouer du violon ?» Élise polie sourit sans répondre. Elle sentit la lassitude l'envahir, plus profonde à chaque visite, à chaque rumeur murmurée dans son dos. Après le départ des invités, la comtesse s'approcha de sa fille, la voix dure. « Il est temps d'oublier le marquis. Il ne reviendra pas. Tu ne peux pas te permettre le luxe de la nostalgie. » Élise détourna la tête, murmurant à peine: « Je ne l'attends pas. » Mais la vérité, c'était qu'elle n'attendait que lui. Chaque nuit, elle relisait les mots qu'ils avaient échangés, repensait à leur promenade sous les tilleuls, à la chaleur de son regard, à la blessure secrète qu'il portait en lui. Elle se découvrait jalouse du silence qu'il avait laissé, honteuse d'avoir espéré plus qu'un simple arrangement, plus qu'un mariage de raison. Un matin, la gouvernante lui tendit une lettre, le visage fermé. Le sceau d'Armand y était apposé, net et implacable. La main tremblante, Élise brisa la cire, les battements de son cœur résonnant à ses tempes. « Mademoiselle de Varennes, je vous prie d'accepter la nouvelle de mes fiançailles avec mademoiselle de Brécy. Ce choix répond aux attentes de ma famille et à la raison. Je vous souhaite de trouver la paix et le bonheur que vous méritez. Armand de Saint-Aubin. » La lettre n'était brève, froide, sans la moindre effusion, comme si tout ce qui avait existé entre eux n'avait été qu'un malentendu. Élise sentit le papier lui brûler les doigts. Elle monta dans sa chambre, s'y enferma et pleura en silence, le visage enfoui dans l'oreiller. Elle aurait voulu crier, briser le silence, mais aucun son ne franchit ses lèvres. La douleur, dense et sourde, la submergea, la laissant plus seule qu'elle ne l'avait jamais été. Les jours suivants, elle vécut comme une ombre. Les repas se faisaient en silence, les visites de prétendants devenaient insupportables. Les regards de la comtesse plus durs, plus accusateurs. Seul Paul, par sa présence fragile, lui rappelait la douceur de l'amour véritable. Mais l'enfant, lui aussi, semblait s'éteindre à petit feu. Un soir d'orage, alors que les éclairs déchiraient le ciel, Paul fut pris d'une fièvre violente. Sa respiration devenait sifflante, sa peau brûlante.
Les domestiques couraient dans tous les sens, la gouvernante priait à voix basse, et la comtesse, désemparée, envoyait chercher le médecin au village. Élise, elle, restait au chevet de son frère, la gorge serrée par la peur. Paul délirait, appelant sa sœur d'une voix rauque. « Élise, j'ai froid. Reste avec moi. Je suis là, mon trésor, je ne pars pas. » La fièvre montait, les draps se tachaient de sueur. Élise demanda de l'eau fraîche, de nouveaux linges, mais rien n'y faisait. L'enfant tremblait, son souffle se raccourcissait. La panique s'empara de la maisonnée. Personne ne savait quoi faire, et le médecin n'arrivait pas. Dans la chambre, l'air était lourd, saturé de peur et d'impuissance. Élise, à bout, sentit un déclic en elle. Elle savait ce qu'il fallait faire. D'un geste brusque, elle arracha ses gants de dentelle, les laissa tomber à terre, révélant aux yeux de tous ses mains marquées de cicatrices rouges et luisantes à la lumière des chandelles. Un silence de plomb s'abattit. La gouvernante saisit, porta la main à sa bouche. La comtesse détourna les yeux, honteuse. Mais Élise, le regard résolu, s'agenouilla auprès de Paul, plongea ses mains nues dans l'eau glacée et entreprit de lui éponger le front, de frictionner ses membres, d'ouvrir la fenêtre pour laisser entrer un souffle d'air frais. « Élise, tes mains » murmura Paul faiblement. « Ce sont mes mains, mon ange, et ce sont elles qui vont te sauver. » Elle ne pensait plus à la honte, ni à la peur du regard des autres. Elle n'était plus que sœur, que tendresse et courage. Elle ordonna aux domestiques d'apporter plus de linge, donna des instructions, s'occupa de Paul avec une assurance nouvelle. Les regards effrayés finirent par céder à l'admiration, à l'évidence de son amour. La nuit fut longue, ponctuée de prières et d'angoisses. Le médecin arriva à l'aube, trouva Élise veillant, mains nues, cheveux défaits, le visage épuisé mais déterminé. « Il respire mieux », constata-t-il, surpris. « Vous avez fait ce qu'il fallait. » Élise sentit la tension retomber. Les larmes coulaient enfin, silencieuses, sur ses joues. Elle avait perdu Armand, mais elle s'était retrouvée elle-même. Son frère vivait et ses cicatrices, exposées à la lumière du jour, n'avaient pas fait d'elle un monstre, mais une femme capable de défier la honte et la peur. Dans la grande maison, les murmures changèrent de nature. On ne parlait plus de la disgrâce d'Élise, mais de son courage. La comtesse, bouleversée, n'osa plus la regarder dans les yeux. Un nouvel ordre s'installait, fragile, mais porteur d'une promesse inattendue. Et tandis que le soleil levant effaçait les dernières ombres de la nuit, Élise, brisée mais debout, contemplait l'avenir avec une force nouvelle. Mais au fond d'elle, la blessure de la lettre d'Armand restait vive, et la question brûlante. Le destin avait-il réellement dit son dernier mot? Le matin qui suivit la longue nuit de fièvre, le château de Varennes semblait suspendu dans une étrange torpeur. Les domestiques, habituellement discrets et réservés, se rassemblaient dans l'ombre des corridors, murmurant à demi-mot ce qu'ils avaient vu. Élise, la fragile demoiselle, agenouillée, les mains nues, défaisant la dentelle de ses secrets pour sauver l'enfant. Ce geste, plus éclatant que 1000 discours, avait fissuré la barrière de respect craintif qui les séparait d'elle. Dans la cuisine, la vieille cuisinière chuchota à la lingère. « Jamais je n'aurais cru voir ça. Elle a du courage, la petite. Ce n'est pas la comtesse qui aurait osé. » Même la gouvernante, d'ordinaire inflexible, effaçait une larme au coin de l'œil en préparant une tisane pour Paul. Le domaine tout entier semblait bousculé, comme si d'un seul acte, Élise avait déplacé les lignes invisibles de la honte et de la compassion. La comtesse, elle, errait dans sa chambre, la lettre d'Armand froissée dans sa main tremblante. Longtemps, elle avait cru protéger sa fille, en la cachant, en polissant son apparence jusqu'à l'étouffer. Mais ce matin-là, face à l'évidence du sacrifice d'Élise, elle sentit le poids de ses choix s'abattre sur elle. Le courage de la jeune femme, son abnégation, éclipsait tout ce qu'elle avait tenté d'enseigner. Pour la première fois, la comtesse doutait de ses certitudes. Au même moment, bien plus loin, Armand chevauchait à bride l'abattue. Depuis plusieurs jours,
Il tentait de fuir l'écho amer du refus d'Élise, la froideur de sa propre lettre, le vide laissé par leur séparation. Mais lorsqu'un messager du domaine l'avait rattrapé à l'aube, haletant, lui annonçant la maladie de l'enfant et l'héroïsme d'Élise, il n'avait pas hésité. Le passé, les fiançailles imposées, la rancune, tout s'était effacé devant la peur de perdre à jamais ce qu'il n'avait pas su nommer. Il franchit le portail du domaine dans un nuage de poussière, le cœur battant. À peine descendu de cheval, il monta les marches du perron, traversa les couloirs familiers, insensible au regard étonné des domestiques. Il trouva Élise dans la chambre de Paul, assise au chevet de son frère, les mains nues et tremblantes, les yeux cernés de fatigue et de larmes. Leur regard se croisa. Cette fois, il n'y eut ni jugement, ni gêne, ni fierté blessée. Armand vit pour la première fois Élise telle qu'elle était, vulnérable, épuisée, mais plus forte que jamais. Il s'approcha, la voix rauque. On m'a dit ce que vous avez fait. » Élise releva la tête, surprise de le voir là. Le souffle court. « Pourquoi êtes-vous revenu, Armand ?» Il hésita, cherchant ses mots, puis s'assit près d'elle, à une distance respectueuse. « Parce que j'ai eu peur. Pour Paul, pour vous, j'ai cru que... » Sa voix se brisa, il détourna le regard. Un silence s'installa, chargé d'émotions contenues. Élise, les mains jointes sur ses genoux, osa les montrer, rouges, marquées, mais sans honte. Armand tendit la main, hésitant, puis la retira. « Vous n'avez plus peur de les montrer, » souffla-t-il. Elle eut un sourire triste. « J'ai eu plus peur de perdre mon frère que du regard des autres. Toute ma vie, on m'a dit de cacher ce que j'étais. » Je me suis plié, j'ai obéi, jusqu'à ce que la douleur soit plus forte que la honte. Il la contempla longuement, son masque d'arrogance fendu par la sincérité de la jeune femme. Sa voix se fit plus douce, plus grave. J'aurais voulu être capable d'autant de courage, mais moi, je n'ai jamais su aimer sans craindre de tout perdre. Élise le fixa, le souffle suspendu. Vous pensez que je n'ai pas eu peur? J'ai refusé votre demande parce que je ne voulais pas d'une vie bâtie sur le devoir, sur la peur du scandale. Je voulais être regardé, vraiment, pas seulement supporté ou caché. Armand baissa la tête, visiblement troublé. J'ai cru qu'il valait mieux se protéger, se blinder. Toute ma vie, on m'a appris à ne pas faillir, à ne pas pleurer. Mais depuis que je vous ai quitté, je n'ai trouvé ni paix, ni fierté, seulement le vide. Leurs paroles se heurtaient, franches, parfois brutales, comme deux âmes nues qui se frôlaient sans oser se toucher. Élise sentit sa gorge se serrer. « Vous avez choisi une autre, Armand. C'est ce que votre lettre disait. » Il détourna les yeux, le visage durci. C'était un mensonge, une fuite. J'ai cru que tourner la page m'épargnerait la douleur. Mais ce n'est pas la vérité. Un long silence les enveloppa, brisé seulement par le souffle irrégulier de Paul. Élise, les larmes aux yeux, murmura. « Je ne sais pas aimer sans peur, moi non plus. J'ai si longtemps cru que mes blessures me condamnaient à la solitude. » Armand tendit la main, hésitant, puis effleura la sienne du bout des doigts. « Peut-être qu'on peut apprendre, ensemble, à ne plus fuir. » Mais l'orgueil, la peur de souffrir à nouveau, restaient là, tapis entre eux comme une bête indomptée. Armand se releva, la gorge nouée. « Je ne veux pas être la cause de votre malheur. » Élise secoua la tête, la voix tremblante. « Et si, au contraire, c'était la peur de se perdre qui nous détruisait ?» Leurs regards se croisèrent, brûlants d'émotion, mais ni l'un ni l'autre n'osa franchir le pas décisif. Trop de souffrance, trop de fierté encore. Dans le couloir, la comtesse écoutait, la main sur la porte, bouleversée par l'aveu qu'elle n'avait jamais su offrir à sa propre fille. Les domestiques, silencieux, partageaient l'attente. La nuit tombait, lourde de promesses et de doutes. Paul dormait enfin, paisible, sauvé par l'amour et le courage de sa sœur. Élise, debout à la fenêtre, sentait le poids de la fatigue, mais aussi celui d'une émotion nouvelle, fragile, prête à éclore ou à s'effondrer. Armand, dans le corridor, hésitait. La porte entr'ouverte,
la lumière dorée, la silhouette d'Élise, tout l'appelait à revenir. Mais l'orgueil et la peur n'avaient pas dit leur dernier mot. Au loin, l'orage grondait de nouveau, comme un écho à leur cœur indécis. Rien n'était encore résolu. Mais l'aube promettait déjà que pour Élise et Armand, tout pouvait basculer d'un instant à l'autre. La nouvelle s'était répandue dans la région plus vite que le vent d'orage. En l'espace de quelques jours, le nom d'Élise de Varenne devint synonyme de scandale. Les dames du voisinage, qui autrefois enviaient la grâce discrète de la jeune aristocrate, la traitaient à présent de déchue, de folle, d'ingrate. On murmurait sur son passage, on s'écartait sur la place du marché, on la montrait du doigt derrière les volets clos. Ce n'étaient plus ses gants qui intriguaient, mais ses mains nues, symbole d'une audace que la société n'osait pardonner. Dans le grand salon, la comtesse, le visage ravagé par la fatigue et la honte, faisait les 100 pas. Sa voix, d'ordinaire si contenue, tremblait de colère contenue. « Tu ne me laisses pas le choix, Élise ? La famille est la risée de toute la province. Il n'y a plus qu'une solution. Tu iras au couvent. » Élise, debout face à la fenêtre, serrait ses mains nues sur la rambarde. Elle aurait voulu répondre avec la même force qu'autrefois, mais la lassitude lui rongeait l'âme. Pourtant, sa voix, basse et claire, ne vacilla pas. Me cacher, me faire disparaître. Est-ce que cela la solution à votre honte ? La comtesse se tourna vers elle, les yeux brillants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. « Je ne peux plus rien pour toi. Tu as tout détruit. J'ai seulement choisi de vivre, mère. » Mais la comtesse n'entendait plus. Déjà, elle faisait mander la vieille gouvernante, donnait des ordres pour préparer les bagages, écrivait à l'abbaye de Sainte-Claire. Élise sentit l'étau se resserrer, la solitude l'engloutir. Même Paul, encore convalescent, était tenu à l'écart pour la protéger de l'influence néfaste de sa sœur. Au même moment, à Paris, Armand de Saint-Aubin tournait en rond dans son hôtel particulier. Sa fiancée, mademoiselle de Brécy, le fixait d'un air glacé, la voix tranchante. « Tu es ailleurs, Armand. Il est clair que ton cœur ne m'appartient pas. » Il ne répondit rien. Dans la lumière voilée, il pensait à Élise, à son courage, à la détresse de son regard, à la nuit où elle avait osé se montrer sans artifice. Toutes ces certitudes s'effondraient, une à une. La raison, l'honneur, les alliances. Tout cela n'était plus qu'un vernis dérisoire face à la tempête qui le ravageait. Ce fut sans éclat qu'il rompit ses fiançailles, aux grandes dames de sa famille et de la bonne société. Il subit les reproches, les menaces, les regards glacés. Mais pour la première fois, il sentit qu'il reprenait le contrôle de sa vie. En secret, il ordonna d'atteler une voiture et prit la route du domaine de Varennes, indifférente aux conventions, décidé à affronter ce qu'il avait fui. Le retour d'Armand sema le trouble au château. Les domestiques, stupéfaits, se pressèrent aux fenêtres. La comtesse, pâle d'effroi, refusa d'abord de le recevoir, puis céda devant l'insistance du marquis. « Je viens voir Élise. » Elle tenta de l'en dissuader, brandissant la honte, le scandale, l'honneur sali. Mais Armand demeura inflexible. Il exigea un entretien en tête-à-tête avec la jeune femme, balayant d'un revers de main les protestations maternelles. Dans la bibliothèque, la tension était à son comble. Élise, droite mais tremblante, attendait, le visage fermé. Armand entra, referma la porte derrière lui et, sans préambule, lança d'une voix sèche. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ? Pourquoi t'être muré dans le silence alors que tout s'effondrait autour de nous ?» Élise releva la tête, blessée par l'agressivité de son ton. « Et toi, où étais-tu, Armand, quand tout le monde me condamnait ? Tu as fui, tu as choisi la facilité d'un autre destin. » Il fit un pas vers elle, les poings serrés. « Tu m'as rejeté, Élise. Tu as refusé ma main. Tu m'as renvoyé à mes propres peurs. » La colère monta, violente, entre eux, balayant toute retenue. Parce que je voulais plus qu'un arrangement, plus qu'un compromis dicté par la peur. Je voulais être vue, comprise. Tu crois que je n'ai pas voulu te comprendre ? Tu crois que j'ai pris plaisir à t'oublier ? Élise le fixa, les larmes aux yeux.
Tu ne sais rien de ce que c'est que d'être montré du doigt. Tu ignores la solitude, la honte. Il la coupa, la voix rauque. Tu crois cela. Tu ignores tout de mes nuits blanches, de la peur qui me ronge, du vide que tu as laissé. Ils se faisaient de face, deux êtres brisés, chacun brandissant ses blessures comme des armes. Mais, dans la fureur de l'instant, une vérité plus profonde affleurait. Armand, la respiration saccadée, laissa tomber le masque de la colère. Sa voix se fit plus grave, tremblante. J'ai eu peur de t'aimer, Élise. J'ai eu peur d'être rejetée, de souffrir encore. Toute ma vie, j'ai cru que le devoir suffisait. Mais sans toi, je ne suis rien. Elle le regarda longuement, bouleversée. Pour la première fois, elle vit l'homme derrière le marquis, la faille sous l'orgueil, la tendresse derrière la dureté. Sa voix n'était plus qu'un souffle. J'ai eu peur, moi aussi, de toi, de moi, de l'avenir. Ils restèrent un moment sans bouger, le silence vibrant de tout ce qui n'avait jamais été dit. Armand s'approcha, hésitant, vulnérable. « Je ne veux plus fuir, Élise, mais je ne sais pas si je saurais te rendre heureuse. » Elle ferma les yeux, touchée au plus profond. « Permets-moi d'apprendre avec toi. » La porte de la bibliothèque s'ouvrit sur un monde nouveau, incertain, mais traversé d'une lumière fragile. Pour la première fois, ni l'orgueil ni la peur ne semblaient invincibles. Mais déjà, au dehors, la société grondait, prête à tout pour étouffer ce qui voulait naître. La tempête du scandale n'épargna ni le domaine de Varennes, ni l'hôtel particulier des Saint-Aubin à Paris. Les journaux de la capitale, avides de drames aristocratiques, laissaient courir les rumeurs. Une héritière déchue, un marquis qui brave l'ordre établi, une passion maudite. Dans les salons, on se régalait de ces chuchotements. La famille d'Armand, blessée dans son orgueil, entra dans une colère froide. Un matin, alors que la pluie battait les carreaux, Armand reçut son père dans le grand salon du domaine. Le comte, silhouette sèche, porte altier, le fixa d'un regard glacial. « Tu mets tout en péril, Armand. Notre nom, nos terres, l'œuvre de générations entières. Il suffit que tu renonces à cette folie. » Armand serra les dents, le regard dur. « Je ne renoncerai pas. » Le comte frappa la canne sur le parquet. « Si tu poursuis cette union, tu ne seras plus mon fils. Tu n'auras ni titre, ni fortune. » Un silence de plomb s'abattit. Armand soutint le regard paternel sans faillir. « Alors je ne serai plus votre fils. » Le comte, blême, tourna les talons. La sentence était tombée. Armand serait déshérité, rayé du testament, rejeté par ceux qui l'avaient façonné. Au château de Varennes, la comtesse, dévastée, convoqua Élise dans sa chambre. La lumière grise filtrait à peine à travers les rideaux tirés. D'une voix brisée, la mère supplia. « Tu dois renoncer, Élise, pour Paul, pour moi, pour la mémoire de ton père. Tu ne peux pas laisser Armand tout perdre à cause de toi. Pense à la ruine, à la honte, à la solitude qui nous attend. » Élise, debout, le visage grave, sentit la peur la frôler, mais elle ne recula pas. « Toute ma vie, j'ai accepté de me sacrifier pour les autres. Aujourd'hui, je refuse. Je ne serai pas la victime d'un devoir qui n'a jamais eu de cœur. » La comtesse s'effondra en larmes. Mais Élise, la gorge serrée, tint bon. Elle savait que son bonheur n'était plus négociable, que sa force s'était forgée dans la douleur, la honte et le courage retrouvés. Dehors, la société grondait. On murmurait qu'Armand était devenu fou, qu'Élise n'était qu'une intrigante, qu'il finirait ruiné, chassé de leur terre. Mais, au lieu de reculer, le couple affronta la tempête, soudé dans l'épreuve. Dans la bibliothèque, Armand retrouva Élise. Il était pâle, mais résolu. Il posa une main sur la sienne, ses doigts tremblants d'émotion. « Ils m'ont tout pris. Je n'ai plus rien à t'offrir, si ce n'est moi-même, sans titre ni fortune. » Elle serra sa main, fière. « C'est tout ce que je désire. » Il l'embrassa sur le front, la voix rauque. « Nous affronterons ce monde ensemble. » Peu à peu, une rumeur courut. Le couple paraîtrait au grand bal de la saison, défiant la haute société. Certains s'en indignèrent,
d'autres guettaient déjà le scandale, impatients de voir le marquis déchu s'afficher au bras de la paria. Le soir du bal, Élise se prépara dans un silence solennel. Elle choisit une robe simple, sans bijoux ostentatoires, mais laissa ses mains nues, sans gants, exposées à tous les regards. Paul, assis sur son lit, lui murmura, admiratif, « Tu es la plus belle, Élise. » Dans le vestibule, Armand l'attendait, droit, vêtu d'un habit sombre, l'œil grave mais brillant, d'une détermination nouvelle. Lorsqu'elle descendit l'escalier, il lui tendit la main, sans hésitation. « Es-tu prête ? » ?»« Oui. Pour la première fois, je le suis vraiment. » Ils traversèrent la cour sous les regards ébahis des domestiques, montèrent dans la calèche qui les mena au château du duc de Montargis, là où toute la noblesse était réunie. Les voix se turent à leur entrée. Les chuchotements s'amplifièrent, acides. « Regardez-la. C'est elle, la déchue. » Le marquis s'est perdu. Élise sentit les regards comme des flèches. Mais Armand serra sa main et, d'un geste calme, l'entraîna sur la piste de danse. Le silence fut total lorsque le couple s'avança, uni, défiant la foule. La musique reprit, hésitante, puis s'éleva, solennelle. Armand guida Élise avec une douceur insoupçonnée. Il murmura à son oreille « Nous leur montrons que rien ne peut nous abattre. » Elle sourit, émue. « Je n'ai plus peur, Armand. » Ils dansèrent, insensibles au regard, au jugement, à la menace du lendemain. Dans la lumière des lustres, sous les yeux d'une société outrée, ils affirmaient leur choix, leur amour, leur victoire sur la honte et la peur. Lorsque la valse s'acheva, un silence gêné s'installa. Puis, lentement, quelques applaudissements éclatèrent, timides, vite étouffés. Mais le message était passé. Rien, ni personne, n'avait pu briser leur alliance. En quittant la salle, Élise sentit pour la première fois le poids de sa vie s'alléger. Elle n'était plus la jeune fille cachée derrière des gants, ni la victime des rumeurs. Elle était la femme qui avait osé aimer envers et contre tout. Pourtant, alors que la nuit enveloppait le château, une question demeurait. La société accepterait-elle un jour leur bonheur, ou d'autres épreuves les attendaient-elles encore, tapies dans l'ombre? Le printemps s'était installé sur la campagne, inondant les prés de lumière douce et de promesses neuves. Après les épreuves et les orages, Élise et Armand s'étaient retirés loin du tumulte, dans une petite propriété cachée entre les collines et les bois, à l'écart des routes, des regards et des rumeurs. Le manoir n'était qu'une bâtisse simple, de pierres blondes et de tuiles rouges, entourée d'un verger en fleurs et d'un potager soigné. Ici, le silence n'était plus une punition, mais une paix retrouvée. Les premières semaines furent rudes, marquées par l'incertitude et la fatigue. Il fallut apprendre à vivre sans les domestiques, sans l'opulence ni la protection du nom. Armand, habitué au commandement, s'essaya à la terre, à la réparation des outils, à la gestion d'un domaine réduit à sa plus simple expression. Il découvrit, non sans maladresse, la liberté du travail manuel, la joie d'une journée passée au grand air, la satisfaction d'un arbre greffé ou d'un champ bien retourné. Élise, de son côté, apprivoisait une vie nouvelle. Elle rangea ses gants au fond d'un tiroir, d'abord par nécessité, puis par choix. Ses mains, marquées mais habiles, s'exposaient sans honte au soleil, à la terre, à la tendresse d'Armand. Les cicatrices ne suscitaient plus la gêne ni la pitié, mais devenaient le signe de la vie traversée, de la force conquise. Un matin, alors qu'elle taillait des roses dans le jardin, Armand la rejoignit, une corbeille de fruits à la main. Il s'arrêta, la contempla un instant, et d'une voix douce murmura « Tes mains sont belles, Élise. Elles ont sauvé ton frère, elles ont transformé cette maison. » Elle sourit, émue. « Elles se sont à l'image de ma vie, blessées, mais capables de douceur. » Il lui prit les doigts, les porta à ses lèvres. « Je n'ai plus peur de ce que je ressens, je n'ai plus peur de t'aimer sans réserve. » La sincérité de son regard la bouleversa. Il n'était plus le marquis et la demoiselle,
mais deux êtres délestés de leur chaîne, enfin capables de se rencontrer. Au fil des saisons, leur bonheur discret attira la bienveillance des voisins. Les paysans du hameau, d'abord méfiants, découvrirent en Armand un homme juste, travailleur, et en Élise une femme généreuse, attentive à la misère comme à la joie des autres. Les enfants du village venaient écouter ces histoires sous l'ombre du grand tilleul. Les vieilles femmes la consultaient pour ses remèdes. Et les jeunes filles, admiratives, l'aidaient à cueillir les herbes ou à tresser des couronnes de fleurs. Un soir d'été, alors que la brise portait le parfum du foin coupé, Élise et Armand dînèrent sous la tonnelle, à la lueur des lanternes. Ils parlaient peu, savourant la paix, la complicité née des épreuves partagées. « As-tu des regrets ?» demanda doucement Armand. Élise réfléchit, caressant la main de son époux. « Aucun. Je n'ai jamais été aussi libre. Ici, je n'ai plus à me cacher, ni à craindre le jugement. J'ai trouvé ma place grâce à toi. » Il serra sa main, le regard brillant de gratitude. « C'est toi qui m'as sauvé, Élise. Tu m'as appris que le bonheur n'a rien à voir avec la fortune, ni avec le regard des autres. » Leurs rires se mêlèrent au chant des grillons. Le passé, avec ses blessures et ses colères, s'éloignait doucement, remplacé par une tendresse profonde, faite de respect et de confiance. L'automne vint, dorant les arbres et couvrant le sol d'un tapis de feuilles craquantes. Élise, emmitouflée dans une cape de laine, se promenait au bras d'Armand, observant le verger prêt pour la récolte. Elle s'arrêtait parfois pour ramasser une pomme ou caresser la tête d'un chien venu chercher une caresse. « Regarde comme la vie peut être simple », souffla-t-elle. Armand, la serrant contre lui, répondit d'une voix grave. « Je n'échangerai cette simplicité contre rien au monde. » L'hiver les trouva assis près de l'âtre. Élise lisant à voix haute, Armand réparant un jouet pour Paul, qui leur rendait parfois visite. La neige isola la maison, mais jamais leur cœur. Chaque jour, ils découvraient un peu plus la joie de s'appartenir, de n'avoir pour richesse que la fidélité à eux-mêmes et à leur amour. Le printemps revint, portant dans son sillage la promesse d'une vie longue et paisible. Les blessures s'étaient estompées, ne laissant que la mémoire d'un chemin parcouru ensemble. À la lisière du bois, sous les branches en fleurs, Élise s'arrêta, leva les mains vers le ciel et remercia silencieusement la vie pour le courage d'avoir osé aimer envers et contre tous. Dans ce havre de paix, ils avaient trouvé bien plus qu'un refuge, un avenir bâti sur la sincérité, la tendresse et la certitude que désormais, rien ne pourrait plus les séparer.